Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va continuer avec une invitée qui est magnifique et puis je me réjouis de la voir. C'est Marie-Claire que vous connaissez tous, mais peut-être on peut l'accueillir. Marie-Claire, tu peux venir, mais que peut-être bonjour. Bonjour à tous. Tu dis bonjour naturellement. Ah oui, mais à toi, à elle, je ferai. Ah, tu vois. Alors, nous la connaissons, mais peut-être que les gens ne te connaissent pas. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu l'occasion de te voir quelque part. Si, t'as 2 minutes. Voilà, oui, c'est vrai. Une expérience de mort imminente. Ah ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, alors Marie-Claire, déjà tu travailles dans les bureaux depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ah là là. Et tu fais quoi précisément? Alors, je suis la Tu nous sauves la vie. comptable. C'est ça. Responsable, La administrative. comptable, l'administratif, voilà. Moi, tu fais pas mal de choses. Hein. Et la fiscalité, enfin Ah ouais, bref. ouais. J'aide l'association surtout. Et quoi. aussi, tu es réalisatrice sur les cultes en oui, direct, sur les émis. Oui, Donc, j'aime beaucoup faire ça. et elle est très douée. Donc en plus de ça, si vous voyez de très belles images, vous avez l'occasion Pendant de les cultes, voir un des visages qui réalise. Alors il n'y a pas que toi, mais Non, tu le fais depuis de nombreuses années aussi. Hein. Depuis le début. Depuis le début, ouais. Ah, Depuis qu'on a commencé. Ouais. Wow. Ouais. Alors aujourd'hui, on est heureux de t'avoir. Alors c'est pas pour parler de cette expérience de Oui. mort imminente, c'est pas pour parler de la comptabilité ou de la fiscalité. Je pense qu'on aurait une baisse de l'audimat à ce moment-là. Mais Merci. c'est pour parler d'un. Non, mais c'est intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Pour les autres, il faut vraiment avoir la foi pour le coup. C'est quand même une minorité. Mais par contre, on va parler d'un témoignage qui est toujours très proche à ta vie. C'est ton expérience avec une de tes filles. Alors, tu as 4 enfants. C'est ça. Tu as Gabriel, le plus vieux. Ouais, Marie, Tu as Marie, Johanna Johanna et Eva. la petite dernière, Eva. Voilà. Et donc, on va parler de cette expérience avec Eva. Alors, je vais te poser une première question. Comment s'est passée la grossesse avec Eva? Alors Eva, le 4e, d'abord je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire, pour moi, je pensais que j'avais un problème autre. Et c'est là que j'apprends que je suis enceinte. Donc à 39 ans, c'était un petit peu difficile. C'était la surprise. Oui, c'était une belle surprise. Non, belle surprise. Mais au 4e mois, lors de l'examen qu'on fait un peu plus poussé, j'apprends qu'il y a un souci. Et là, on m'envoie sur Strasbourg. Il fallait aller à Strasbourg parce que c'est là-bas qu'ils sont spécialisés quand il y a des problèmes avec une grossesse. Ouais. Et là, j'apprends que ma fille présente une hydrocéphalie bilatérale. Alors, pour expliquer, on a 4 cavités d'eau au niveau du cerveau, 2 en haut, hémisphère droit et gauche, et puis 2 en dessous. Et apparemment, ce qu'on appelle les ventricules commençaient à grossir dans des proportions qui n'étaient pas normales. Ça veut dire soit ça passait pas quelque part, et on n'a pas su au début qu'est-ce que c'était exactement. Donc, on m'a présenté les choses comme ça. Écoutez, madame, soit ça régresse, c'est bon signe, soit ça stagne, c'est bon signe, soit on est dans une forme évolutive, et puis là, on verra. Donc, ils m'ont laissé 15 jours, et au bout de 15 jours, je suis retournée, et là, on m'apprend que je suis dans une forme évolutive. Et donc, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'était une très mauvaise nouvelle, parce que apparemment, ça avait bien grossi, le ventricule, les 2 d'ailleurs, ça voulait dire que le cerveau n'allait pas se développer, enfin, voilà. Et puis moi, ça a été un coup très, très, très dur. Je dis oui, très dur. Et je ne sais pas trop quoi penser. Je n'avais pas trop compris où j'allais, où que ça allait devenir. Et puis ça a été très vite. Le diagnostic s'est très vite posé et on m'a dit, d'après l'évolution, ça sera à 90% au mieux handicapé mental et moteur. Donc ça a été au mieux. Au mieux 90. Je suis même allée consulter un autre pour avoir aussi un diagnostic un peu plus, je dirais, meilleur. Et lui m'a dit, il m'a parlé d'un légume, quoi, que je devrais nourrir. Voilà, je suis rentrée avec ça. Ça a été un choc. Un choc, parce que je m'en suis même voulu. Est-ce que c'est parce que je désirais pas cette grossesse? Mais bon, voilà. Après, il y a plein de choses. De culpabilité il y a plein de choses qui viennent à ce moment-là.
Mais Est-ce que tu en as voulu à Dieu? alors, moi, je ne peux pas dire que j'en ai voulu à Dieu, non. Par contre, je me suis plutôt posé, mais pourquoi tu me fais ça? Voilà. Ça a été ma première question à Dieu, c'était pourquoi tu me fais ça? Ouais. C'est comme si moi, j'ai dit, mais j'ai rien fait, ou vous cherchez plein, enfin, on a besoin de chercher une raison quand il nous arrive quelque chose comme ça. Bon, j'ai vite compris qu'il fallait pas s'attarder là-dessus. Je suppose que tu as vu, avec Francis, vous avez vu un pasteur, vous en avez parlé? Ah oui, j'en ai parlé, mais... Avec papa ou... Oui, j'en ai parlé avec ton père. Ça a été, c'était choc, mais je lui ai demandé de ne le dire à personne. Bah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de continuer une vie normale. Et que les gens soient normaux. Et je veux dire, je savais pertinemment que si je le disais, les gens, ils vont aller... Et c'était trop dur d'en parler. Tu voulais pas en plus que les gens changent? Voilà, je voulais que les gens restent pareils. Donc, tous les gens proches et où je travaillais, j'ai refusé de le dire d'office. C'est trop dur, trop dur. Je voulais m'occuper l'esprit avec autre chose. Donc ce diagnostic, le moment où on te parle qu'elle sera un légume, où on te parle de au mieux 90% d'handicap, c'est au bout de combien de temps de grossesse? Mais là, il m'avait fait l'échographie fin du 4e, début du 5e. Donc à partir de ce moment-là, il parlait de ça? Oui. Et donc, il y a tous les mois qui passent. Comment ça se passe? Tu sais Alors là, au début, j'avais rendez-vous tous les 15 jours. D'accord. Pour voir comment ça évoluait, etc. Mais bon, au bout de la 2e, 3e même, je veux dire, au bout d'un mois, elle m'a dit, la personne qui s'occupait de moi, j'avais toujours la même personne, elle me disait, écoutez Madame Claverie, c'est pas la peine que vous reveniez, vous avez pris votre décision, donc je vois bien que c'est trop douloureux. Moi, je mettais quand même 2 jours à m'en remettre à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'avais un espoir que il y a quelque chose de positif. Quelque chose de mieux. C'est parce que tu as parlé de vous avez pris votre décision. Est-ce qu'on vous a proposé l'avortement? Dès la première fois, enfin la 2e fois quand je suis venue, quand ils ont vu que c'était une forme évolutive, et ils vous font bien comprendre si vous avez bien compris ce qui se passe. Donc pour moi ça a été... elle me dit comme ça, mais Madame Claverie, est-ce que vous avez bien compris? Aujourd'hui, vous avez le droit de faire un arrêt thérapeutique. Voilà ce qu'ils appellent. Bon, moi, dans ma tête, c'était tuer mon enfant. Honnêtement, il n'y a que ce mot. Eux, ils utilisent des mots, qui habillent. Mais moi, je savais que ça voulait dire tuer mon enfant. Et quand elle m'a dit, est-ce que vous avez bien compris ça? Moi, je lui ai juste dit, écoutez, madame, ne me demandez pas de choisir entre avoir un enfant, comme il disait le diagnostic, et tuer mon enfant. Et après, elle n'a plus répondu, quoi. Elle avait vu que j'avais très bien compris. Cette question, elle ne s'est plus jamais reposée à toi pendant le temps de la grossesse? Non, parce que, vous savez, c'est facile. Quand on est à l'extérieur, qu'on entend ce genre de choix à faire, quand vous n'êtes pas dedans... ça paraît limpide comme... Ça paraît limpide que vous l'enlevez, en fin de compte, humainement. Ouais. Mais quand vous êtes dans la situation, je vous assure, la première chose qui s'est imposée à moi, c'est non, je suis une femme, c'est pour donner la vie. Et ça, c'est de vous dire que vous arrêtez ça c'est quelque chose qui m'était insupportable, honnêtement. Et puis tu as la foi aussi. Voilà. Et après, il y a par rapport à Dieu... Ce que je veux dire, tu as la crainte de Dieu, ouais. Oui. Moi, je savais que je ne porterais pas la main sur cet enfant. Ouais. Par contre, là où je suis moins fière, j'ai dit, mais Seigneur, enlève-moi-le, quoi. Ah oui. J'ai prié ça. Honnêtement, je ne le cache pas parce que c'est vrai. Ouais, mais c'est important. C'est vrai. Et c'est important de le dire parce qu'il y a tellement de personnes qui passent par là et qui se culpabiliseraient. C'est pour ça qu'un témoignage comme le tien est très, très important. Bon, alors on a bien compris que vous ne vouliez pas l'enlever avec Francis, que aujourd'hui la petite Eva a bien grandi. Donc on va parler maintenant de ensuite l'accouchement. Voilà, les premiers moments, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dû accoucher par césarienne obligatoirement et il fallait choisir la date où les poumons sont entièrement plus ou moins autonomes et qui est de moins de risques.
Mais c'est vrai, quand j'allais, la dernière échographie qu'on a faite, franchement, je voyais le cerveau, on voyait que l'eau quoi, qui avait rempli tout le cerveau. Mais chose surprenante dans ma tête qui s'est passée, alors qu'une femme, en général, elle extrapole toujours ce qui va se passer, et ben moi, non. À partir de ce jour-là où j'avais pris cette décision, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je vivais le jour. Je voulais pas, je n'arrivais même pas à voir ce qui allait se passer après. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Et il y a une chose, parce que c'est vrai que vous développez une vie d'échange avec Dieu qui est très forte. Alors bien sûr, il y a les émotions, mais il y a aussi la régularité, parce que tout ce que vous ressentez, c'est des discussions longues. Et je les avais surtout le soir. Et je lui ai demandé une chose. Je lui ai dit, je veux toujours sentir chaque soir l'enfant qui bouge. Et cet enfant, j'ai toujours senti. Et peu de temps avant l'accouchement, ils ont programmé donc l'accouchement. Ils m'ont dit, écoutez, Madame Claverie, donc la tête, l'enfant a été en position assise. Pour mieux, ce serait mieux, même pour la césarienne, il faudrait qu'on tourne l'enfant. Qu'il soit retourné. Voilà. Et quand ils m'ont dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Et j'ai eu très peur. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas et tout. Je dis, mais est-ce qu'il y a un risque de le perdre? Parce que moi, il était important qu'il n'y ait aucune main qui puisse... je ne voulais pas ça parce que je ne voulais pas vivre avec ça. Oui. Et il me dit, non. Et alors, ça va se passer comme ça. J'ai quand même accepté qu'il me le fasse. Et puis, j'ai pu le faire, au lieu d'aller à Strasbourg, j'ai pu le faire sur Mulhouse. Et là, j'ai prié, je ne sentais pas ce truc. Et la veille où je devais aller à cet examen, l'enfant s'est retourné tout seul. Et souvent, il me demandait, mais est-ce que cet enfant bouge? Il me dit, oui, moi je le sens tous les soirs. Il me fait, non, mais ça c'est dans votre tête. C'est impossible. Vu quand il voyait toutes les échographies, quoi. Puis, voilà. Pour eux, ils ne pouvaient même pas bouger dans le ventre, quoi. Non, parce que 90% handicapés mental et moteur. Ouais, donc, ils disaient que c'était psychologique. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont proposé d'être accompagnée si je voulais l'enlever, mais j'étais un peu seule. Seule, il n'y a pas d'accompagnement quand vous allez dans ce sens-là. Si vous voulez le garder? Ouais. Je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, mais ça m'a un peu surpris parce que j'ai pas eu d'aide et heureusement que j'avais certains frères et sœurs que je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Parce que quand vous vivez quelque chose de difficile comme ça, vous savez, avoir des gens qui viennent juste pour vous parler de ça, c'est trop difficile. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Mais moi, j'ai eu des gens où d'un coup, ils se sont proposés, écoute, viens, je te garde les enfants. Et, ou le ménage, vous savez, ça enlève un poids. Ouais. Ça enlève un poids sur des des petites petits choses, services parce que simples, la souffrance, la douleur, elle Ouais. prend tout, quoi. Donc l'accouchement, comment s'est passé l'accouchement? Eh ben, césarienne, j'ai assisté à l'accouchement quand même. Et j'ai vu l'enfant, ça m'a paru, elle avait l'air normale, mais bon, j'ai dû attendre 2 jours pour avoir des examens, pour savoir. Parce que c'est vrai que j'avais eu une discussion avec le neurochirurgien où, avec mon mari, on avait décidé qu'on ne ferait pas d'acharnement thérapeutique si ça ne valait pas la peine. Et ça, c'était un point, parce que si c'était pour... je préférais que la nature se fasse. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, Donc, c'est le même sujet. je crois même que ça avait soulagé le chirurgien. Je lui dis, mais non, au bout de 2 jours, ils l'ont opéré, donc ils lui ont mis un drap qui permet d'évacuer l'eau, et après, on a pu voir d'où était le problème. Donc, il y avait une malformation qui empêchait, en fin de compte, entre le 3e et 4e, qui est l'écoulement. Du liquide céphalorachidien, quoi. Donc à ma grande surprise, pour moi ça avait l'air d'un bébé normal, quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais bon, vous avez toujours des gens autour qui vous disent, mais attendez, c'est pas parce que vous la voyez bouger qu'il n'y aura rien, puisque tout se situe dans le cerveau. Mais j'arrivais pas à voir les choses autrement. Je veux dire, voilà. Et donc ensuite, voilà, est-ce qu'il s'est avéré qu'il se soit trompé? Parce qu'aujourd'hui, moi je la connais, elle n'est pas à 90% handicapée physique. Mais vous savez, il y a eu des... Mais alors, c'est quoi son état? Comment ça s'est passé du coup suite à l'opération?
il s'est avéré qu'ils sont trompés. C'est vrai qu'à ou c'est quoi? l'hôpital, j'ai eu la visite de beaucoup de médecins. Ouais. Ouais, qui m'ont questionné et voulaient voir quels étaient les parents qui osaient aller jusqu'au bout. Et alors bon, là, moi je lui ai dit que moi je croyais en Dieu et que voilà, ils étaient surpris eux-mêmes. Et puis je me rappelle d'une personne qui avait assisté le chirurgien et qui m'avait dit ouais, mais vous savez, des fois on voit des choses pendant l'échographie. Et à l'accouchement, il n'y est plus parce qu'il paraîtrait que dans le liquide céphaleux, il y a des choses qui réparent. Je sais pas. Et des fois, on ne voit rien et il y a quelque chose à la naissance, quoi. Donc, mais bon, l'hydrocéphalie, elle l'avait encore, quoi. Et le cerveau, on ne savait pas. Et après, j'avais des examens tous les 15 jours avec elle. Oui. Et je me rappelle d'un où la personne me disait, écoutez, il n'y a pas de division dans le cerveau, il n'y a pas de division. Mais moi, je n'avais pas la notion de ce que ça voulait dire. Bon, il y en a toujours un qui m'a dit, Einstein, il en avait qu'il y avait, je crois qu'il n'y avait pas de division. Et je dis, bon. Mais, et 15 jours après... C'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Pas une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Ouais, normalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ah, ouais, d'accord. Et puis, voilà, moi, je continue à prier. Et puis, au bout de 15 jours, écoutez, je crois qu'elle m'a gardé longtemps ce jour-là. Et puis, la division est apparue. Voilà, d'un coup, elle a commencé à marcher. Et puis, la personne qui s'occupait sur Mulhouse, elle me dit, non, mais elle marche, c'est pas possible. Voilà, je veux dire, c'est aller que dans des choses positives. Surprise. Alors, bien sûr, est apparue aussi les crises d'épilepsie. Ça, c'était plus dur à gérer parce que on l'a vu une fois, on l'a vu, on pensait que c'était la fin, quoi. Elle s'étouffait. Ça, c'est plus dur parce que... c'est dur à voir en plus. C'est dur à voir, surtout quand c'est petit comme ça. Et une fois le drain, il y a eu un dysfonctionnement. Ouais. Le risque, c'est surtout aussi après l'opération, elle a fait une méningite. Ouais. Alors là, ça c'était très dur à voir parce que l'enfant a un petit claquement comme ça, il sursaute, quoi. Elle était 3 mois à l'hôpital, je faisais des allées-venues. Enfin bref, c'était... Mais est-ce que justement, parce que ça change toute une manière de vivre, hein. Ouais. Tu me dis, elle était 3 mois à l'hôpital, on avait des examens tous les 15 jours, il y a ces hauts et en même temps, on voit il y a des crises d'épilepsie, etc. Est-ce que dans votre vie de famille, dans votre vie de tous les jours, en quoi ça a impacté la vie de famille, la vie de... C'est sûr, ça change. Surtout qu'à travers elle, on a appris une maladie génétique parce que j'ai quand même encore une enfant qui a un handicap. C'est léger, mais c'est quand même là. Et ça nous a fait comprendre aussi pourquoi elle était comme ça. Et puis, il y a eu l'épilepsie, il y a eu cette maladie génétique qui leur cause beaucoup de troubles, je dirais, au niveau cerveau, pour l'échange des neurotransmetteurs. Enfin, donc des fois, la logique ne se fait pas. Voilà, elles ont des difficultés, du retard, je dirais, mais c'est des enfants qui progressent. Oui. Donc je crois on était tous en famille, proches les uns des autres. Ça s'est fait naturellement. Et Eva, elle a quel âge aujourd'hui? 17 ans. Alors elle vient au groupe de jeunes, ça rayon de soleil. Et c'est vrai, elle est toujours... Il n'y a pas un soir où elle ne vient pas me dire ciao et bonjour attention, à la fin. On n'a pas le droit de lui dire tu n'y vas pas. Ah ouais, alors c'est un rayon de soleil. Elle aime les gens, hein, aussi. Elle aime aller vers les gens et tout. Et puis elle aime chanter. Surtout, Surtout, elle aime chanter. Et d'ailleurs, je suis assez surprise parce que je ne savais pas, mais elle a appris l'espagnol en chantant. Et je croyais que c'était juste du chanter. Mais en fin de compte, j'ai eu quelqu'un qui parlait espagnol, elle parlait avec elle et puis elle savait répondre. Alors j'étais scotchée. C'est impressionnant, ça. Sa passion du chant, là, et en anglais aussi, elle se débrouille. Alors que, à l'école, c'est pas du tout... c'est très difficile. Mais bon, elle avance à son rythme. J'ai pas tellement... Est-ce que justement, dans cette croissance, je dirais, il y a eu des moments... plus difficiles que d'autres. Je ne parle pas forcément des premières semaines, des premiers mois, mais dans toutes ces années, c'est eu des moments plus difficiles que d'autres. Alors,
ce qui est difficile, c'est plutôt quand elle poursuit son activité à l'extérieur. C'est l'école, c'est le médical. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a des choses qui sont mises en place. On veut vous aider. Et ça, je le conçois. Ouais. Mais des fois, moi, j'ai pas du tout ce même ressenti. Et au début, je n'osais pas trop m'écouter. Et puis, et avec Dieu, du coup, je discutais beaucoup. Je discutais beaucoup de ce qui me tracassait par rapport à elle, quand il me disait quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dû faire le pas d'affirmer ce que je pensais réellement. Et à partir de ce moment, moi, ça m'a fait mûrir dans mon manque d'assurance en moi. Prendre confiance en toi, c'est intéressant. En tant que maman, surtout. Ouais. Parce qu'avec l'autre enfant qui a aussi un handicap, j'étais jeune maman, on ne savait pas ce qu'elle avait. Maintenant, on a su à cause d'Eva. Et ben, on m'a enlevé un peu cette autorité que je pouvais avoir, cette assurance. Tandis qu'avec Eva... On te fait suivre les trucs, c'est ça, ouais, et on te fait suivre les... Mais ça, c'est classique. Hein. Souvent, les gens qui ont des enfants comme ça... Quand ils ne savent pas, ils ont l'impression que c'est nous qui avons fait quelque chose sur l'enfant. C'est un peu... on t'aide, mais on te met dans le... On te met dans les rails, rails que tu dois suivre. Et on enclenche le truc. Est-ce que c'est intéressant parce qu'on voit que du coup ça t'a vraiment permis d'avoir plus confiance en toi dans ces prises de position là aussi en tant que maman. Est-ce que moi j'aurais envie de questionner, mais est-ce que dans ta foi ça a changé des choses? De dire je suis allé jusqu'au bout malgré envers et contre tout, et puis aujourd'hui on le vit comme ça, mais est-ce que dans ta foi ça a fait évoluer des choses? Moi j'ai relevé que déjà même pendant tout le temps de la grossesse, je n'avais pas compris pourquoi je ne voyais pas l'avenir. Parce que c'est quelque chose qui... Tu ne te projetais pas? Non. Chaque jour suffisait sa peine. Ouais. Parce que je ne voyais pas l'avenir, tu n'es pas Madame Irma, je te rassure. Ça va, on se pose. Je vivais au jour le jour. Et même quand l'enfant s'était retourné, par exemple, et quand j'ai accouché, ils ont dû sectionner un peu plus haut. Et ça, si la tête avait été... en bas, parce qu'il faut savoir qu'après, c'est de nouveau retourné dans l'autre sens. Ah oui, ouais. Ah bah, et donc, voilà, et c'était assez marrant. Et quand ils ont coupé, heureusement que la tête n'était pas en bas, parce que du coup, elle a une cicatrice sur la hanche. Ah ouais. Et si ça avait été la tête avec la pression, ça aurait été un danger. Et moi, j'ai tout de suite mis des mots avec Dieu. Parce que je savais que Dieu était là, tu vois, à ce moment-là. Ça m'a plus confortée à écouter ce que je ressens, mais en évitant que ce soit mes émotions qui prennent le dessus. Alors c'est vrai que moi j'évite, quand j'entendais ou quelqu'un du médical qui suit mes enfants me dire quelque chose, quand ça me déplaît sur le coup, je dis rien. Si j'ai pas de réponse qui viennent automatique, mais je prends beaucoup de recul avec ça pour pas me laisser envahir, et après je prie. Et souvent je me dis, mais même chaque fois je sais quoi faire, et j'ai plus de doute, et même si je me trompe, c'est pas grave. Et est-ce que par rapport, tu parlais un peu d'handicap, ou voilà toute la croissance aussi d'Eva, au niveau du regard des gens en tant que maman. Ça, c'est le plus difficile. Est-ce que c'est pas... je t'ai demandé quels sont les moments les plus... tu ne me l'as pas abordé. Franchement, si je dois... Par rapport à Dieu, je crois que j'apprends à mourir au regard des autres. Ça, parce que des fois, c'est vrai qu'elles avaient des attitudes qui étaient mal perçues par ceux qui pouvaient... Où vous avez des regards... Même des conseils bienséants, c'est pas méchant, mais vous savez, au bout d'un moment, on en a marre de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'elle a. Alors, au début, j'étais assez sur la défensive, c'est vrai, et je mordais un petit peu, je crois. Mais après, j'ai appris à voir aussi, à me mettre à leur place. Ils peuvent pas toujours, et j'ai pas toujours à m'expliquer ou à se justifier. Voilà, j'ai pas toujours, et maintenant c'est quelque chose que j'arrive à gérer, alors qu'avant
Mais c'est vrai que le regard des gens peut être lourd des fois. Oui. Quand on parle de... Moi, je l'ai déjà raconté, mais quand on parle d'handicap, moi, je m'occupais de personnes âgées handicapées. J'oublierai jamais la fois où je suis rentré dans une piscine avec quelqu'un où, pour le coup, c'était évident hein, qu'il était handicapé, même dans sa tête aussi. Mais j'oublierai jamais le moment où j'ai constaté les gens quittaient le bassin. Ils nous ont laissés tout seuls dans le bassin. Les gens ont quitté le bassin. J'oublierai jamais, jamais. Ça, c'est un truc... moi, je ne suis pas son père. C'était un monsieur de 55 ans. Et j'avais les nerfs. J'avais envie de les regarder. Je trouvais ça indécent. Et ça, moi, je me dis, en tant que maman... moi, c'était plus... c'est-à-dire que c'est des enfants... Il n'y a pas seulement la problématique de l'hydrocéphalie. Hein, c'est l'autre problème. C'est-à-dire... C'est difficile de leur dire non parce que tout de suite ça part dans des limites. Dans des stratosphères, oui. Colère, c'est jamais tiède. Bon, avec l'âge, c'est quelque chose qui se réduit, où elles arrivent un peu mieux à gérer, mais donc il faut. Moi, j'ai pris l'habitude de changer de sujet. Oui. Et après, je revenais dessus pour lui en parler, que c'était pas bien, etc. Mais c'est d'où là certaines réflexions, mais à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Oui, tu l'élèves pas bien, tu l'élèves pas bien, tu manques d'autorité. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile à entendre. Du coup, nous, dans la famille, ça nous a fait tous mûrir. Du coup, quand je vois un petit enfant qui pique une colère, Ah ouais. Moi, c'est quelque chose qui va pas me te stresser. Non, parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, il y a 7 semaines, j'étais avec mon petit dans un endroit, et puis dans une cafette, et puis il y a un enfant mais qui a fait une colère, mais c'est presque inhumain, tu vois, l'état dans lequel il était. Mais honnêtement, ça m'a pas... je me suis dit, mais ça se trouve, il a un problème et il n'arrive pas à gérer ses... Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire en Angleterre qui m'a beaucoup touché. Une maman qui est une mère célibataire qui a son fils qui est autiste. Et en fait, il faisait une promenade qu'il fait très souvent. Et il aime trop cette promenade, ce petit garçon, sauf arrivé au moment où il faut rentrer. Et là où il ne gère pas, tu vois, trouble autistique, il ne gère pas, il se met dans des états pas possibles. Il y a des gens qui sont passés avec des regards vraiment désapprobateurs, certains ont même marmonné. Et puis là, il y a un jogger qui est arrivé et qui voit cette dame et qui dit « Ça va madame, vous avez besoin d'aide ?» Et elle dit « Non, mais il est autiste et il n'arrive pas à le gérer. » Il dit « Attendez, je vais me coucher. » Il était couché par terre en crise à l'extérieur. Hein. Il dit « Attendez, je vais prendre un peu de temps, je vais me coucher avec lui. » Et ce jogger, il s'est couché par terre, il a commencé à regarder et en 10 secondes, le gamin était calmé, il s'est levé, ils ont rigolé, ils ont marché ensemble, il lui a tenu la main et c'était fini. Wow. Et elle a dit, mais ça m'a touché à tel point que tu vois la photo du petit qui est du jogger. Elle dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et lui, il s'est dit, il n'a pas été formé à ça, hein, il s'est juste dit, mince, je me suis dit, ça se trouve, elle n'arrive pas à... Je me suis dit, le plus simple, c'est de me coucher avec lui et de voir. Et ça a tout débloqué. Et ça, tu vois, pour moi... j'aimerais que ça se généralise plus cette sensibilité à dire bon. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es mis à la place aussi des autres qui te donnaient des bons conseils, enfin voilà, qui ont essayé de t'aider. Et tu t'es mis à leur place aussi en disant mais voilà, ils n'ont pas conscience aussi de tout ce qui se passe. Et je trouve que ça c'est quand même une clé même pour nous, des fois de se dire ok, des fois on peut tous avoir un jugement sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, mais de se dire au fait, si je suis dans leur situation, dans sa situation, comment je vais réagir par rapport à ça? Moi, j'ai une tante qui est handicapée. Et quand on était petit, on allait faire les courses au magasin. Donc, elle fait des bruits, elle crie, voilà. Et en tant qu'enfant, nous, on avait l'habitude. Mais nous, on regardait les gens autour qui regardaient. Et le pire, alors nous, on était enfants, mais le pire, souvent, c'était les autres enfants. Et alors nous, avec mon cousin, mon frère et tout ça, on se fâchait un peu parce que les autres enfants la regardaient, rigolaient, parlaient. Alors nous, tout de suite, on n'était pas contents, quoi. Mais un enfant sera innocent. Bien sûr, mais quand toi t'es enfant, quand toi t'es enfant, du coup tu réagis, du coup. Mais c'est tout un regard qu'il faut avoir avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, en tout cas quand on rencontre des personnes. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un qui a aussi un handicap et on était je suis allé le faire visiter
Kaysersberg. Et en marchant comme ça, alors il fait des cris, il fait des bruits et tout ça. Et c'est un adulte, hein. Et on se retrouve dans la rue, et à Kaysersberg, hein, c'est une petite rue, ça résonne beaucoup. Hein. Oui. Et d'un coup, on voyait tous les gens se retourner. Ouais. Et d'un coup, je me suis mis à la place de cette personne. Et je me suis senti... alors lui, il avait l'habitude, mais moi, je me suis senti mal, parce que je me dis, mais lui, il vit ça tous les jours. Tous les jours, les gens se retournent sur lui parce qu'il n'arrive pas à contrôler certains cris, tout ça. Mais tu vois que les gens se retournent parce qu'ils sont surpris. C'est étonnant, bien sûr. Ça me dérange pas. Oui. Moi, ça me dérange pas. C'est pas ça. Mais que parce que il est dérangeant, on quitte la piscine ou l'eau dans laquelle il est. Oui, ça, parce sûr. que ça, tu vois, je trouve ça. Oui, on te vire. Moi, je trouve ça horrible. Moi, c'est ça qui me dérange. Mais oui. Tu vois, des fois, je sortais, j'avais 4-5 personnes handicapées, j'étais tout seul avec eux. Alors certains, je t'assure, ils faisaient des choses, je vais pas les raconter sur Internet, mais vraiment, il y a de quoi être gêné. Il y a de quoi, je le dirais comme ça. Ou à taper des colères. Là, ils ont 60 ans, hein. Mais moi, ça me dérange pas qu'on retourne, ça me dérange pas. C'est plus ensuite le jugement. Moi, c'est le jugement qui est... et c'est là où j'ai envie d'encourager chacun à dire, bon, ayons un peu d'empathie, ayons cette capacité, ou prions en disant, Seigneur, aide-nous à avoir de l'empathie, cette capacité à se mettre à la place d'eux, et dire, mais comment moi j'aimerais qu'on réagisse à ce monsieur qui sort dans la rue, ou dès qu'il, malheureusement, il fait des bruits, il crie, etc. Ah, ça fait... T'as pas envie que... Mais on est vachement fragile. Hein, Non. enfin, moi, j'ai vu, il me semble qu'on est tous fragiles à l'image à la défense de notre image quand on est avec quelqu'un qui est handicapé, tout ça. J'avais un voisin qui était au-dessus de chez nous, qui était des pauvres messieurs qui étaient vraiment... misérables. Bref, il y en a un qui est resté tout seul et qui était très handicapé, un vieux monsieur très handicapé. Et puis personne ne s'occupait de lui. Et après, même il avait et un jour, je l'ai emmené chez le coiffeur parce que. Alors je l'ai amené chez le coiffeur et il ressemblait vraiment à SDF. Et alors pendant que le gars lui coupait les cheveux, à un moment il se retourne vers moi et me dit, c'est votre frère? Et sur le coup, j'ai honte de dire, mais sur le coup, ça m'a fâché. Je dis, attends, c'est pas mon frère, c'est mon voisin. Et après, ça m'a remis en cause. Je me suis dit, et si c'était ton frère? Et il pourrait pas être ton frère? Si c'était ton frère, t'aurais honte? Non, ça m'a... Je dirais que ce truc, je me suis dit, tiens, c'est... Je me croyais pas accessible à ça, ben, je me suis dit, bon, mais le regard que les autres peuvent porter sur nous, mais quand tu es face à ça, honnêtement, quand tu es face à ça, ça te travaille. Moi, je dois dire que de travailler dans ce milieu-là pendant 3 ans et de sortir toutes les semaines, bon, à un moment donné, t'en rigoles. Hein. T'en rigoles, tu vois, les gens qui... Il y a un bon film qui sort là au cinéma, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a un bon film qui sort avec une personne handicapée qui est philosophe, je crois, ou de métier, hein. Mais ils sortent un super film, et l'autre jour, j'écoutais son témoignage. Enfin, alors, bien sûr qu'on voit bien qu'il a un problème de handicap, mais très, très intelligent, très, très intéressant. Et en tout cas, j'encourage tous ceux qui regardent l'émission à aller voir ce film, parce que Voilà, tu vois bien qu'il y a un bon film. J'essaie de voir... Oui, mais j'ai pas le nom, pardon. Hein, mais le 8e jour, qui est un film... le 8e jour. Tu me l'as enlevé de la bouche à dire le 8e jour. Magnifique, magnifique. Jamais vu. Franchement, c'est des... Et tu vois, moi je trouve intéressant, par exemple, là on parle de la trisomie. Le 8e jour, c'est à propos de la trisomie, hein, mais la trisomie, des fois, on va dire, les pauvres, mais en fait, eux, ils sont plus heureux que nous tous, hein, nous tous réunis. Mais même pour aujourd'hui, qui on est triste, en fait? Pour nous-mêmes, parce qu'on doit être avec eux, ou... Être parfait, quoi. Donc, mais aujourd'hui, en France, des parents qui ont, entre guillemets, gardé un enfant trisomique, ils sont condamnés. Même des fois, on leur reproche d'avoir agi par égoïsme pour eux-mêmes. Enfin, c'est 90% des enfants dépistés trisomiques. Mais tu vois, même, et pour moi, c'est important de mettre en valeur ton histoire, votre histoire, même Eva. Pourquoi ? Parce que des témoignages comme ça, aujourd'hui, de moins en moins, on en aura.
puisque nous sommes dans une société élitiste. On sélectionne et on définit qu'est-ce qu'on peut laisser vivre. Est-ce que c'est bien de le laisser vivre ou pas? Et je pense que ça, c'est dangereux de construire une société comme ça, parce qu'on n'aura plus des rayons de soleil comme une Eva qui est tous les samedis soirs, c'est un rayon de soleil. Je vous assure, elle vient, je peux avoir plein de gens qui sont là. Non, elle sera là, attendra. elle attend. Elle dit salut Ben, ça va. Elle va juste me dire bonjour ou me raconter 2-3 petits trucs. Après on prie ensemble aussi, elle va partager ses soucis. Mais c'est un bonheur. Mais des gens comme ça, on s'en prive. Si au départ, on se dira non. Mais moi je dois dire par contre, je salue la famille, les parents qui disent coûte que coûte. Le courage. Et pour moi aujourd'hui, si tu n'as plus la foi, c'est très difficile de dire coûte que coûte, je le maintiens. Alors il y a l'instinct maternel, il y a, mais cette tentation de dire. Mais la pression est tellement forte. Et la pression, honnêtement, moi je la trouve de plus en plus forte. Quel niveau d'intelligence il faut pour être un disciple de Jésus, pour être un adorateur? Il n'y a pas de niveau. Non. Quand j'étais il y a longtemps à Saint-Laurent-du-Pont, une église dans l'Isère, là, il y avait un jeune garçon, un petit garçon comme ça, qui était trisomique, mais qui adorait Dieu. Non, mais honnêtement, moi des fois je le regardais pendant les cultes, je le voyais adorer Dieu, mais il me faisait envie. C'est vrai. Non, mais il me faisait envie. Je disais, mais il est à fond dans l'adoration. C'est vrai, tu vois. parce que moi, j'avais peur pour mes filles par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce qu'elles vont comprendre? Parce que l'abstrait, c'est quelque chose de très difficile pour elles. Et je me dis, mais est-ce qu'elles vont comprendre Dieu? Parce qu'on ne le voit pas, tu vois. Et en fin de compte, elles m'ont toujours très étonnée de ce côté-là. Si vous avez de les entendre prier, c'est touchant. Parce que c'est très simple, c'est sincère. Et tu vois, moi j'ai toujours dit, Dieu ne nous demandera jamais des comptes sur des choses qu'on n'est pas en capacité de gérer, de comprendre. Et pour moi, chaque personne qui est sur cette terre, les comptes qu'elle aura à rendre devant Dieu, c'est en fonction de ce qu'il lui aura donné comme moyen de pouvoir gérer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que du coup, ils peuvent avoir une foi très très sincère. Et c'est la même chose avec quelqu'un qui est schizophrène. Moi, tu vois un schizophrène, tu dis, mais comment ce gars ou cette personne, alors ça dépend de la schizophrénie ou de la profondeur ou du degré, mais comment quelqu'un comme ça peut aimer sincèrement Jésus parce qu'il part dans des délires, c'est des planètes, c'est des stratosphères, mais il y a la sincérité qui est là, au-delà de tout ça, il y a... Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça où je dis, mais c'est ça ce qui est beau, je trouve, dans l'humanité, du coup, c'est il y a tellement de différences et que c'est enrichissant. Tu vois ce petit garçon, tu te dis, mais il faut que je lui ressemble à lui, en fait, dans l'adoration. C'est là où il te donne des leçons. Tu vois une Eva aussi simple, aussi souriante. Ah, ça fait trop plaisir, hein. Moi, vraiment. Il faut dire que j'ai un mari qui est très blagueur. Et il détend. Je trouve franchement ça dans la famille, quand elles faisaient quand elles avaient des moments où... Parce que avec elles, c'est pas tiède, ça n'existe pas. C'est froid ou c'est chaud. Pareil pour les personnes où elles les aiment ou elles les aiment pas. Hein, vous le savez tout de suite. Ah oui. C'est... Moi, je suis dans le bon camp. Oui, moi aussi, je suis dans le bon camp. c'est vrai. Mais je veux dire, je trouve que c'est beau parce que elles ont quelque chose. Le fait d'avoir un mari qui est humour, qui a de l'humour, ça a toujours détendu l'atmosphère. Ça relativise vraiment le truc. Et heureusement qu'il était là parce que moi, je trouve pas. D'où l'importance d'avoir. Ça fait un sacré équilibre. D'où l'importance du couple à ce moment-là. C'est vrai qu'on rigole bien tous ensemble. C'est une famille drôle. Hein. Vous êtes une famille drôle. Et puis les deux premiers, ils ont une bonne couche aussi. Hein, ils savent de qui tu dis. De rigolade. Mais c'est important, hein, mine de rien. Non, et puis ils sont. Je trouve. On est solidaires les uns des autres. Mais tu vois, l'humour dans le handicap. C'est très important. Hyper important. C'est très très important. Et tu vas passer, moi je faisais des blagues aux personnes âgées, mais elles en rigolaient. Hein. Mais tu passes, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer tout ça, ils vont croire que tu es un monstre, mais en même temps, c'est essentiel pour elles. Et elles en rient. Et puis c'est leur mode de communication, tu vois. Donc ça c'est vraiment, important. Chers amis, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose ? Je pensais, mais tu as répondu finalement aux frères et sœurs, les deux aînés justement, parce que souvent la maman se focalise sur l'enfant qui va le moins bien. Et parfois il y a peut-être un sentiment d'abandon
Mais, il y a eu. Ouais, je pense. Il y a eu, mais l'enfant, il sait quand même. Et par moments, je pense que j'ai dû faire attention aussi à Voilà, ça. c'est ça. Peut-être des fois un peu tard, mais je veux dire. Et après, avec le temps, les choses se pérennisent. Mais c'est sûr. C'est certain. Une gestion qui est très délicate. C'est délicat, C'est hein. certain. Ouais. C'est certain. Mais on est à ta question, je me disais, mais au fond, est-ce que nous dans l'Église, au niveau de nos interventions sur l'estrade, en prédication, de ça, au niveau est-ce qu'on a suffisamment parlé de ça? Est-ce qu'on a communiqué? Parce que c'est quand même des familles dans lesquelles il y a des handicapés toutes sortes. Il y en a quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'on s'est suffisamment intéressé? Est-ce qu'on a donné aux gens des pistes, des réflexions, comment le comprendre, comment agir, comment réagir, comment soutenir, etc. Tout d'un coup, c'est maintenant, là, je me dis, bon, ouais, c'est juste. je ne sais pas. Finalement, je sur l'humour dans le handicap. Je pense qu'on va. Le handicap tout court, c'est pas forcément que rigolo. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas. Je me dis tiens, sensibiliser. Peut-être qu'on a un petit. Ouais. Bon, chers amis, vous avez compris quel sera le sujet de la prochaine prédication de Jean-Marie. Mais c'est intéressant, c'est vrai. Les amis, ça fait 1 heure qu'on parle. Oui, ça passe très vite. Donc, on va carrément pas faire le dernier sujet, parce que je trouve que c'est suffisamment riche comme émission pour en sortir grandi. En tout cas, merci à chacun d'entre vous, particulièrement toi. Ouais, merci Marie. Merci Marie pour ton courage aussi d'en parler. Je sais que voilà, si je t'avais demandé de parler de ça il y a 10 ans, ça aurait été peut-être plus difficile, compliqué, mais avec du temps. Et puis moi j'ai envie de dire, ce qui est beau, c'est que dans cette histoire, tu as la vie qui continue, malgré tout, envers et contre tout, la vie continue, on fait son bout de chemin, et puis tu vois Eva qui grandit, je me réjouis de continuer de la voir et tout. Moi aussi. C'est un privilège. En tout cas, merci à chacun d'entre vous d'être là, tout simplement. On est honorés. Très heureux. Merci Jérémy. Merci, vous aimez tellement la politesse. Merci Nathalie. Voilà, c'est bien. En tout cas, petite couche. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous vivez ou votre point de vue. Si vous avez envie de encourager toute la famille Claverie, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis proposer des idées de thèmes, plein de choses. Moi, je les lis de toute manière. Je me fais dans des petites notes les idées de thèmes et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. Et que Dieu vous bénisse en attendant. À bientôt. Ciao.